provinciale et départementale au Bénin. Donc, en fait, la dysménorrhée, comme on a dit, c'est vraiment le quotidien de la femme. Et c'est ça qui a fait que, bon, il y a certains pays qui ont proposé qu'il y ait de congés menstruels parce que ça, c'est un sujet vraiment handicapant pour la femme. Et il faut prendre ça souvent au sérieux, mais ce qu'on constate souvent, c'est que, bon, je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, la douleur, c'est comme une fatalité chez la femme. Donc, que la femme ait les douleurs chaque mois, bon, personne ne s'en occupe comme ça. Donc, c'est vrai que les gens consultent tardivement pour ça. Et les gens ne pensent même pas qu'il faut consulter. Souvent, c'est de bouche à oreille qu'on se passe les recettes. Hein. C'est quand vraiment ça devient vraiment très, très handicapant que, bon, on pense à consulter quand même un personnel de santé. Très rarement aussi un gynécologue, hein, parce que, bon, on préfère aller d'abord chez l'infirmière du coin, la sage-femme. Bon, ceux qui ont la chance vont venir voir le gynécologue dans nos pratiques ici. Mais c'est que ce qui est marrant, c'est que, bon, il y a quand même des dispositions qu'on peut prendre. Il faut d'abord connaître quand même c'est quoi la dysménorrhée et prendre quelques dispositions simples qui permettent quand même à la femme d'avoir quand même une vie plus harmonieuse. Bon, mais souvent, on ignore ça. Et également, comme j'ai dit, les recettes de bouche à oreille, ça aussi, ça ne marche pas souvent parce que souvent, les gens mélangent souvent les indications. J'ai été à l'hôpital, on m'a prescrit tel médicament, donc toi, si tu peux utiliser, en ignorant pour quelle indication précise ces médicaments ont été quand même prescrits. Donc, en fait, c'est de façon générale, les contextes dans lesquels vivent les femmes ici, qui souffrent vraiment de dysménorrhée. Bon, la dysménorrhée primaire, on sait que bon, donc, ça c'est souvent. Oui. Donc, attention. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur qu'est-ce que c'est que la dysménorrhée et les différents types avant de continuer sur la dysménorrhée de façon bref, c'est très douloureuse. C'est ce qu'on entend souvent, c'est les règles douloureuses. La douleur que la femme ressent lors des menstruations. Ça, de façon simple, c'est ce qu'on appelle dysménorrhée. Maintenant, comme j'ai dit, il y a deux types de dysménorrhée. Dysménorrhée primaire et dysménorrhée secondaire. Dysménorrhée primaire, ça, souvent, c'est chez la jeune fille. Elle peut sentir ça de façon variable. Ça peut être des fois de 5 crampes au moment des douleurs. Ça peut être également des douleurs très vives, des fois insupportables. Donc, l'intensité est variable, quelque chose, ça dépend de la femme et de la sensibilité de chaque femme. Mais primaire, souvent, il n'y a pas de cause organique derrière. Et souvent, ça disparaît avec également l'âge. Bien, ça s'atténue avec l'âge. Et très souvent également après la première grossesse ou bien le premier accouchement, des fois ça disparaît totalement. Donc, c'est la dysménorrhée primaire. Maintenant, la dysménorrhée secondaire, ça a une cause, simplement. Donc, en derrière, quand une dysménorrhée secondaire, ça va sonner plus tardivement. Souvent, la femme, peut-être qu'elle a eu une dysménorrhée primaire, ou bien alors, elle n'a pas eu de dysménorrhée primaire, et après, à un certain âge, elle va commencer à sentir la dysménorrhée. Ça veut dire que, forcément, il y a une cause qui est derrière et qu'il faut quand même rechercher et traiter. La cause derrière, la plupart du temps, c'est l'endométriose. On peut avoir un fibrome utérin, on peut avoir également tout ce qui a comme inflammation pelvienne, des suites, des fois des infections, on peut avoir des inflammations adhérence, ça va donner également une dysménorrhée secondaire. Bon, le problème des dysménorrhées secondaires, comme on a dit, les femmes consultent tardivement, comme on se dit, la douleur lors des règles, ça fait partie du quotidien de la femme. Donc, elles vont consulter tardivement, donc les lésions vont quand même atteindre un certain niveau avant qu'elles ne viennent consulter. Avec d'autres colorés, parce que quand on parle de dysménorrhée secondaire, par exemple, à une endométriose, ça veut dire que c'est une femme déjà qui va avoir aussi des problèmes de fertilité quand on parle de dysménorrhée secondaire. Merci. Maintenant, par rapport à la prise en charge. Alors, souvent, c'est très simple des fois, comme ça peut être également très compliqué. Alors, très simple, souvent, quand c'est des dysménorrhées primaires. Alors, il y a des médicaments simples qu'on peut prendre,
D'abord, il y a les règles d'hygiène quand même, d'hygiène de vie qu'il faut prendre en compte parce que la dysménorrhée va créer souvent un terrain de stress que la femme va quand même savoir gérer, ce terrain de stress-là. C'est vrai que avoir les douleurs chaque mois qui handicapent, c'est stressant. Mais il faut quand même également savoir gérer ce stress. Parce que plus il y a de stress, plus ça aggrave encore cette dysménorrhée-là. Bon, il y a également des recettes de bonnes femmes. Alors, si dans notre concept ici, au Bénin, il y a des produits qui ont des propriétés anti-inflammatoires souvent connues, des propriétés antispasmodiques souvent connues. Si je prends par exemple chez nous, les produits comme par exemple le basilic africain qu'on appelle souvent chez nous tiao ici, ou alors le bittard. Peut-être avant d'aller aux solutions, M. Kassou, peut-être avant d'aller aux solutions, je vais demander à Stéphanie si on ne peut pas d'abord écouter le témoignage pour ne pas peut-être empiéter sur ce qu'elle aurait pu nous proposer comme remède acceptable ou non acceptable, afin que les spécialistes puissent opiner dessus plus tard. D'accord. Donc, tu veux qu'on puisse écouter effectivement le témoignage de Mme Koura? Exactement, merci. Très bien. Donc, Mme Koura est parmi nous. Parfait. Mariam, il faut voir si Mme Koura est en ligne. On lui donne la parole. Oui, monsieur, oui. Oui, je suis en ligne, Mme Stéphanie. Bonjour Madame Koura. Eh bien, écoutez, on vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est à vous. Ok, bonsoir à tous. Je réponds au nom de Koura Kedigatou. Je suis assistante commerciale et marketing. J'ai 9 ans et je souffre des règles douloureuses depuis l'âge de 14 ans. Et c'était déjà en seconde quand ça a commencé. Et si je veux avoir mes règles, souvent c'est vers la nuit. Ça commence la nuit vers les 3 heures, les 2 heures par là, par une forte pression de maux de ventre, maux de bas-ventre, quoi. Suivi des vomissements avec une forte fièvre. Et cela dure 3 jours. Je reste à la maison pendant 3 jours, quoi, sans aller à l'école. Sans aller à l'école. J'ai pris des comprimés qui n'ont pas marché, des tisanes qui n'ont pas marché. Et aussi, souvent, maman aussi me prend des médicaments qu'on appelle communément chez nous Togo Bénin. C'est jaune et vert à la fois, quoi. Donc, moi, j'ai cru que l'accouchement, ça va cesser. Après l'accouchement, bon, rien n'a bougé jusqu'à l'instant T. Jusqu'à l'instant T. Comme ça, si ça commence, je reste à la maison. Je demande la permission pour rester à la maison pour faire au moins les 3 jours. J'ai un cycle de 28 jours. C'est un peu ce que je ressens quand ça commence. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Il y a une question. Vous parliez de tisane. Donc, Céline Chenavier, qui est sage-femme, demandait quel type de tisane est-ce que vous avez pris? Quelle plante vous conseillez? Enfin, quelle plante on vous a conseillé? Oui. C'est une dame. Et c'est elle qui nous a amené ça. C'est racines de... Je ne sais pas trop. C'est des racines. Et il faut mettre de l'eau sur ça. D'accord. Il faut mettre de l'eau sur ça. Vous ne savez pas de quelle plante? Allô? Oui, vous disiez des racines, mais vous ne savez pas des racines de quelle plante, de quelle fleur? Non, c'est maman. Non, c'est maman qui avait apporté ça. C'est maman qui avait apporté. D'accord.
Merci beaucoup pour ce témoignage, de nous avoir partagé. Merci beaucoup. Oui. On va pouvoir continuer. Donc, si le docteur Tossou veut reprendre la parole. Oui, merci. Oui. En fait, c'est souvent le parcours typique des femmes qui souffrent de dysménorrhée. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'est souvent des recettes qui sont partagées entre femmes, mais la première démarche aurait été d'aller d'abord au niveau d'une formation sanitaire, de commencer la prise en charge. Maintenant, d'abord, l'intérêt à y aller, c'est quoi? C'est de savoir d'abord, est-ce que c'est une dysménorrhée primaire? Là, il n'y a pas de cause en dessous. On va essayer de prendre en charge la douleur, lui donner quand même des petites astuces quand même pour se gérer au quotidien. D'abord, il faut détraumatiser la chose. C'est vrai que le fait de savoir que chaque mois, je vais avoir des menstruations, je vais avoir des douleurs, c'est stressant. Mais également, c'est de détraumatiser pour se dire, mais en fait, la plupart des femmes quand même souffrent de dysménorrhée, peut-être à des degrés variables, de se dire, bon, c'est quelque chose que beaucoup de femmes souffrent, mais quand même qu'il y a quand même des moyens de prendre en charge. Déjà, on détraumatise dans la tête, on vit moins ce stress-là. Bon, maintenant, également, le fait d'aller à l'hôpital va permettre de savoir est-ce qu'il y a une cause en dessous qu'on doit traiter. Donc, là, si on met en place le traitement, on peut quand même espérer avoir un soulagement. Parce que là, on voit une femme qui traîne cette journée, qui a espéré qu'après l'accouchement, ça tenue, mais ne s'atténue pas. Mais n'a pas fait une démarche quand même médicale vers plutôt les formations sanitaires pour quand même avoir soulagement. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des tisanes qui apportent des solutions, mais c'est de savoir il s'agit de quelle tisane d'abord, et ça a quel effet. Parce que l'effet que nous recherchons ici, c'est vrai qu'on peut rechercher quand même un effet anti-inflammatoire et un effet antispasmodique. Anti-inflammatoire et antispasmodique, parce que c'est les deux phénomènes qui rentrent en ligne quand on parle de dysménorrhée. D'abord, des contractions au niveau de l'utérus pour quand même faire sortir le sang menstruel. Alors, ces contractions, ça peut être ressenti de façon variable. En amont, il y a des phénomènes inflammatoires, parce que ces contractions sont induites par la libération de prostaglandine, qui va entraîner encore d'autres phénomènes inflammatoires et libération d'autres encore médiateurs. Donc, le fait de bloquer l'inflammation et de bloquer les spasmes, ça va soulager la femme. Donc, cette tisane qu'on est en train de prendre là, ça a quel effet? Là, il faut quand même savoir, parce que ce n'est pas parce que l'autre a pris telle tisane que je vais prendre. Est-ce que ça a les mêmes effets? Est-ce qu'on vise les mêmes effets? Alors, si je peux prendre, par exemple, si je reste dans notre contexte quand même, si elle est au Bénin, il y a des méthodes simples, qu'on peut trouver, des tisanes qu'on peut trouver, des compléments qu'on peut trouver sur le marché, c'est disponible partout. Simplement, par exemple, si on prend le gingembre, ça a un effet anti-inflammatoire formidable. Si on prend, comme je parlais tout à l'heure du basilic africain, le tiayo, ça a un effet inflammatoire formidable, avec parfois aussi un effet antispasmodique. Si on prend on voit le bissap, par exemple, des décoctions de bissap avec gingembre, ça va permettre quand même de soulager un temps soit que ce n'est pas des douleurs très fortes. Maintenant, ce qu'il faut également faire, c'est quoi? Il ne faut pas attendre que la douleur soit à son maximum avant de commencer à prendre des médicaments à chaque cycle. Alors déjà, si celle-ci est dit maintenant, j'ai un cycle de 28 jours, donc elle sait à peu près quand est-ce que les règles vont venir. Donc l'idéal, par exemple, c'est de commencer le traitement peut-être un jour avant même le début des règles. Donc ça va permettre également de diminuer tout ce qui est phénomène inflammatoire, qui va aggraver un peu l'état. Donc, ne pas attendre que les douleurs soient au maximum avant d'intervenir, mais intervenir déjà très en amont, même bien avant même que les règles ne commencent. Donc, si après, quand même, c'est moins, on a dit, détraumatiser quand même la dysménorrhée, diminuer quand même tout ce qui est facteur de stress par rapport à cette dysménorrhée-là, prendre les petits moyens de bord. Maintenant, on peut maintenant prendre d'autres médicaments si malgré tout ça, ça ne marche pas. Et souvent, les médicaments qu'on prend, ce qui est souvent accessible à tout le monde, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le buprofène qui est disponible un peu partout.
Donc, commencer ça, comme j'ai dit, déjà dès la veille même de l'apparition même de la douleur, de la veille de la survenue des règles. Maintenant, si ça ne marche pas, on peut passer à ajouter d'autres antalgiques, souvent qui sont, parce qu'ils ne sont pas égales, des fois pas qui sont délivrés sur ordonnance, hein, les antalgiques de palier supérieur qui vont être délivrés sur ordonnance, mais qui vont permettre quand même de maîtriser plus ou moins cette douleur-là. Donc, en fait, en gros, c'est des petits moyens, hein, qu'on peut quand même, dont on peut user quand même pour se faciliter un peu la vie, hein, et ne pas souffrir quand même tous les mois de cette douleur jusqu'à ce que là où on voit une femme qui est obligée, par exemple, de s'absenter de son boulot pratiquement 3 jours tous les mois, c'est vraiment un peu stressant. Alors, si elle est dans un milieu où les gens ne peuvent pas comprendre ce phénomène, ça veut dire qu'il y a un stress supplémentaire qui s'ajoute à ça. Donc, également, c'est vrai qu'il faut sensibiliser les gens pour se dire, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation, hein, qu'il faut quand même essayer quand même de les comprendre et de les accompagner par rapport à la façon dont elles vivent cette situation. Mais dans cette discipline secondaire, là, l'intérêt d'aller également à l'hôpital pour qu'on puisse faire le diagnostic. Parce que c'est ça également qui est le vrai problème. C'est vrai qu'il faut aller à l'hôpital, ça c'est dans un centre de santé, mais également il faut que le personnel également soit capable de faire la part des choses entre ce qui peut être dysménorrhée primaire et dysménorrhée secondaire. Là, c'est également le niveau de compétence également du personnel là qui est en jeu parce que on a parlé de l'endométriose. Il faut dire que c'est une affection qui est très mal connue. D'abord, très mal connue d'abord du personnel de santé, très mal de la population, encore très mal connue du personnel de santé également parce que le diagnostic est clinique, mais également se base sur des éléments d'imagerie médicale. Or, il faut dire également que c'est des éléments qui ne sont pas souvent disponibles quand on parle, par exemple, dans un contexte, par exemple, au Bénécis, c'est pas forcément disponible à tous les niveaux. Mais si c'est disponible, il faut également que ce soit quelqu'un qui ait la compétence, hein, pour quand même différencier, pour dire, mais devant telle image, je peux suspecter une endométriose, ce qui n'est pas souvent le cas. L'imagerie qui est souvent disponible facilement chez nous, c'est l'échographie. Mais par rapport à l'échographie, on sait que c'est opérateur dépendant. Donc, il faut que la personne puisse avoir en idée que devant les signes cliniques, devant les caractéristiques spécifiques de la douleur. Parce que, comme on a dit, dysménorrhée primaire, ça apparaît avec, pratiquement avec les menstruations, les premières menstruations, et ça va s'atténuer avec le temps. Secondaire, ça va apparaître bien après. Et il faut également dire même au cours des menstruations même, les dysménorrhées liées à l'endométriose vont persister pendant plusieurs jours. Alors que pour une dysménorrhée primaire, c'est les 2-3 premiers jours et puis ça va disparaître même avant la fin des règles. Donc, si en dehors de ces éléments cliniques, il faut que le personnel de santé puisse avoir en idée que ça peut être un cas de dysménorrhée et puis prendre des mesures pour pouvoir chercher ça. Or, il faut dire que ça ne vient pas souvent à l'esprit. Donc, on va voir ces femmes-là qui vont traîner cette douleur-là sur des années avant que le diagnostic ne soit fait, mais de façon très tardive, ayant laissé déjà beaucoup de séquelles chez cette femme-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si il y a des aspects sur lesquels vous aurez voulu qu'on revienne encore. Merci. Merci beaucoup. Donc là, il n'y a pas de questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, prendre la parole. Oui, il y a une question, allez-y. Donc, je pense que c'est Madame Bossou. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une question. J'aimerais demander, à part l'échographie, quels sont les autres examens qu'on pourrait faire pour diagnostiquer en fait la dysménorrhée? Parce que moi, j'en ai vraiment souffert. Et je me rappelle quand j'étais au cours secondaire, on priait même souvent pour que les périodes menstruelles ne tombent pas pendant les examens, sinon que c'est souvent des mauvaises notes on a et tout. Et j'ai même fait 2 fois l'échographie et puis on me disait que bon, tout allait bien et tout. Après ça n'a plus, je ne sentais plus trop les douleurs parce que j'ai contrôlé mon alimentation aussi. Donc les douleurs étaient un peu moindres, mais j'aimerais quand même demander, peut-être à l'international, il y a d'autres examens un peu plus poussés qui permettent quand même de détecter de l'endométriose ou bien de la dysménorrhée. Merci beaucoup.
Donc effectivement, peut-être Monsieur Tossou ou Céline Chenavier, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Madame Basse également, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, voilà, allez-y. De toute façon, j'en parle dans mon topo tout à l'heure de ce qui est recommandé, en tout cas, de faire en France face à des dysménorrhées. Bon, merci. Madame Bossou qui est, je pense, au Bénin. Bon, c'est vrai que, bon, dans son cas, ce qui est bon, c'est qu'avec le temps, les douleurs ont commencé quand même à s'atténuer dans son cas. Et comme elle a dit, bon, l'échographie, comme tout à l'heure, c'est opérateur dépendant également, mais ça dépend également des capacités de quand même de l'échographe qui est en face. Bon, si on a un échographe avec une très faible résolution, c'est pas la même chose que quand on a un échographe avec une très forte résolution. Et également, ça dépend également de l'expérience également de l'opérateur. On peut dire qu'il y a un opérateur peut dire je n'ai rien trouvé, tout est normal. Un autre peut quand même, avec l'appareil en jeu, et puis son expertise va quand même rechercher et retrouver quand même des lésions quand même d'endométriose. Il faut pas dire, bon, c'est vrai que c'est pas que seulement l'endométriose qu'il faut rechercher en face d'une dysménorrhée, il y a également d'autres affections qu'il faut rechercher. Maintenant, normalement, avec un bon appareil d'échographie, avec une échographie qui a une bonne expérience, on peut déjà voir quand même des images spécifiques d'endométriose, tant au niveau de l'appareil génital, surtout au niveau des ovaires, au niveau de l'endométriose, au niveau d'adénobiose, au niveau de l'utérus. C'est des images quand même qui sont assez typiques qu'on peut quand même voir. Maintenant, pour être un peu plus pointu, c'est de faire l'IRM. L'IRM qui permet vraiment de cartographier les lésions, surtout quand on veut vraiment intervenir pour une chirurgie, c'est important quand même d'avoir l'IRM avant de faire ces interventions-là. Donc, en fait, c'est ce que je peux dire. Donc, en attendant le complément des autres panélistes, merci. Merci. Effectivement, Céline Chenavier nous partagera son topo tout à l'heure avec les recommandations en France. Il y a également une question, docteur Adéossi. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Je remercie le docteur Tossou, mon aîné, pour sa brillante présentation. J'ai quelques questions. Je voudrais savoir, en fait, tout à l'heure, il a parlé des plantes, en fait, qu'on peut trouver un peu partout, la basilic d'Afrique, le chayo et le gingembre, mais aussi, je pense, le bissap, non? Je voudrais un peu savoir le bissap, voilà. Comment est-ce que ça s'utilise? Parce que le chayo, vous savez, chez nous, on l'utilise pour faire des sauces. On peut l'utiliser aussi en décoction. Comment est-ce qu'on va l'utiliser dans ce genre de cas-là? Le bissap, comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Le gingembre aussi, comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Je voudrais avoir quelques précisions là-dessus. L'autre chose, au niveau des dysménorrhées, il y a parfois quelques dysménorrhées qui sont dues à des malformations au niveau de l'utérus, peut-être une hyperflexion, une hyperversion. Dans ce genre de cas, lorsque ces spasmes-là surviennent, c'est pour permettre de propulser le sang en fonction de la position qui est adoptée par l'utérus. Est-ce que... On ne vous entend plus, monsieur Adéossi. Les antispasmodiques ou les anti-inflammatoires sont utilisés. Alors, monsieur Adéossi, vous avez coupé votre micro, oui, on ne vous entendait plus. Ah, d'accord, peut-être le réseau, je suis en déplacement. Oui. Bon, je demandais principalement comment est-ce que ça pouvait s'utiliser, ces plantes-là qu'il a eu à donner. Et derrière, en fait, lorsque la dysménorrhée est due à la position de l'utérus, est-ce que l'usage abusif des antispasmodiques ou anti-inflammatoires n'aurait pas d'autres conséquences? C'est juste une question qui m'est venue comme ça, j'ai voulu comprendre un peu plus, comme on est avec le spécialiste. Merci bien.
Oui, si je peux me permettre de prendre la parole. Et pour les plantes, c'est souvent utilisé en décoction ou bien en infusion. Soit on peut juste les mettre dans de l'eau, laisser macérer et puis boire après, ou alors mettre ça, y verser de l'eau chaude et puis laisser également infuser et puis boire. Donc c'est de cette manière souvent que on prend ça chez nous. On peut soit même c'est très bon si on peut même faire ça en association, associer par exemple le tiers avec le bissap. Ça donne également un bon goût, c'est aussi agréable à boire. Bon, en même temps, on se fait plaisir et puis on se soigne. Donc, c'est ça. Bon, c'est vrai que dans la physiopathologie, c'est vrai qu'il y a ces deux phénomènes qui sont liés. Il y a le phénomène de spasme et puis également, il y a le phénomène inflammatoire, surtout lié à tout ce qui est comme décharge, sécrétion de prostaglandine. Dans tous les cas, même si c'est par rapport à la position, le fait quand même de prendre en dehors du spasme qui peut également donner des douleurs, le fait de prendre des anti-inflammatoires, ça limite également, parce que dans tous les cas, il y a toujours un phénomène initial, mais après, il y a souvent les phénomènes qui s'emballent des fois. Donc, ça peut limiter toujours les douleurs dans ce cas-là. Maintenant, est-ce qu'en cas d'abus, il y a d'autres choses? Je ne saurais quand même répondre à cette question. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus d'expérience sur ça là pourront nous en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Tossou. Une question du Dr Joie. Est-ce qu'il y a... Oups là, la question est partie. Est-ce qu'il y a une fréquence par rapport à la prise? Donc, j'imagine par rapport à ces plantes. Alors, très souvent chez nous, quand les gens font les décoctions comme ça, c'est, on dit, un verre à bambou. Bon, c'est les grands verres là, souvent de 250 litres matin, soir. Donc, et puis, comme également c'est des compléments, l'essai, avant d'être en surdosage, c'est pas, il en faut beaucoup, quoi. Donc, il demande souvent de prendre les grands verres là, de faire l'infusion, de prendre les grands verres là matin, soir. C'est souvent ce qui est recommandé dans ces cas-là. D'accord. Merci. Kadipé, vous aviez une question également, puis après on donnera la parole aux sages-femmes, mais allez-y. Alors, je ne sais pas si vous parlez, votre micro est fermé. Madame Fay. Bon. Peut-être qu'elle... Oui, c'est bon. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. C'est Madame Khadifaï de l'ENDSS. Bonsoir. Allez-y, vous aviez une question? Non, je voulais seulement intervenir par rapport aux décoctions et aux infusions qu'on utilise. Oui. Oui, lors de mon passage, mon premier poste, c'était la maternité rurale de Kidira, à la frontière malienne. Souvent, les femmes, pour des douleurs, même dans les tranchées après accouchement, ils utilisaient le goé. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais une infusion de goé, souvent, faisait la paire. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent le goé, ça vient du Mali également, il y en a plein, et au Sénégal également, on l'utilise. Mais les femmes avaient l'habitude d'utiliser des infusions de goé pour les douleurs et surtout les dysménorrhées. Pour le bissap, il faut le mettre en infusion chaude également. Il y a des femmes qui utilisent ça pour soulager la douleur également. Très bien, c'est vrai que c'est intéressant, oui. Oui, maintenant, il y a aussi d'autres moyens. On vous fait, j'ai vu un exemple, sa maman lui faisait faire une bouteille d'eau chaude et il le mettait au bas-ventre jusqu'au pelvis comme une bouillotte. C'est pour maintenant dire que pour que le sang coule bien et que quand le sang coule bien, les douleurs vont s'estomper ou bien vont diminuer. Il y a également cette manœuvre que certaines, au village que j'ai vu avec certaines copines que leur maman leur faisait.
il faut bouillir de l'eau, il mettait dans une bouteille ou bien quelque chose de plastique, il mettait ça sous forme de bouillotte sur leur bas-ventre jusqu'au pelvis et ils disent que ça permet au sang de couler et d'atténuer les douleurs. Oui, effectivement, mais ça va permettre effectivement une évacuation, effectivement un écoulement plus simple, plus faciliter l'écoulement. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour. C'est vrai que c'est intéressant, oui. Okay. Monsieur Adéossi, docteur Adéossi, vous vouliez reprendre la parole? Oui, je voudrais en fait demander si on pouvait avoir une photo du Goé peut-être dans le groupe, ça va nous permettre d'avoir une idée là-dessus. Alors justement, le docteur Joie a dit que le Goé, c'était du Cyperus rotundus. Je pense que je ferai une petite recherche sur Internet pour savoir effectivement à quoi ça ressemble. Mais effectivement, il a la précision. Et malheureusement, je suis au bureau, je ne suis pas encore descendue. Peut-être après, je vais photographier mon Goé à la maison et mettre dans le groupe. Merci beaucoup. Merci. On va continuer effectivement en donnant la parole à Madame Basse, sage-femme au Sénégal, et ensuite Madame Chenavier, qui est sage-femme en France. Alors on commence avec vous, Binta. Ok, d'accord. Je vais partager mon écran. Merci. En attendant, qu'a dit le docteur Adéossi, si vous voulez continuer, laissez vos mains, voilà. Parfait. Allô? Oui, bonsoir. C'est bon? Je visualise, merci. Vous parvenez à voir mon écran? Comment? Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, on voit votre écran. Oui, les dysménorrhées et l'endométriose. Voilà. Alors, permettez-moi de me présenter de nouveau. Je m'appelle Binta Basse, sage-femme. J'ai le plaisir d'intervenir sur la thématique des douleurs menstruelles et le prise en charge. Alors, les douleurs menstruelles sont encore très souvent considérées comme quelque chose de normal, presque inévitable dans la vie des jeunes filles et des femmes au Sénégal. Dès les premières règles, beaucoup de filles intègrent l'idée qu'il faut simplement supporter la douleur sans forcément en parler ou consulter, comme si c'est quelque chose de normal. On observe aussi une faible expression de cette douleur liée à plusieurs facteurs tels que la pudeur, les tabous autour des règles, mais aussi parfois la banalisation dans l'entourage familial. Cela entraîne souvent un retard dans les recours aux structures de santé car la douleur est minimisée ou tolérée pendant très longtemps. Pourtant, cette banalisation influence directement le parcours des soins des patientes. Dans la majorité des cas, les femmes consultent tardivement. Elles viennent généralement lorsque la douleur devient intense, inhabituelle ou handicapante dans la vie quotidienne. Avant cela, il y a très souvent une automédication qui consiste en général à la prise d'antalgésiques sans avis médical ou d'autres font recours aux conseils familiaux et communautaires. Dans le système de santé, la première porte d'entrée est souvent, nous les sages-femmes, surtout au niveau des structures de premier contact. Ensuite, selon l'évolution de ou la suspicion des pathologies, une orientation vers un spécialiste peut être proposée. En première ligne, la prise en charge repose donc sur une approche essentiellement symptomatique. La prise en charge en milieu de santé repose principalement sur un traitement symptomatique. Ici, on utilise le plus souvent des antalgiques et des anti-inflammatoires pour soulager la douleur. Lorsqu'il s'agit de douleurs récurrentes, un suivi peut être mis en place afin d'évaluer l'évolution et d'exclure certaines causes sous-jacentes. On observe aussi un rôle important de sensibilisation car beaucoup de patients ne savent pas toujours quand la douleur devient anormale.
Cependant, il existe encore des limites dans l'exploration approfondie des causes, notamment lorsqu'il s'agit de pathologies comme l'endométriose. Et dans ce contexte médical, il faut aussi prendre en compte une réalité culturelle très, très importante. Dans plusieurs régions du Sénégal, les douleurs menstruelles ne sont pas uniquement vécues comme un symptôme médical. Elles font aussi partie d'une expérience intime du corps féminin, souvent accompagnée de savoirs transmis de génération en génération, principalement par nos mamans, les tantes et les grand-mères. Alors, dès les premières menstruations, beaucoup de jeunes filles apprennent que la douleur peut d'abord être gérée à la maison avant même de passer à consulter une structure de santé. Dans ce contexte, certaines pratiques traditionnelles occupent une place très importante, notamment l'utilisation de plantes locales, comme l'a dit les docteurs et comme a également dit Madame Khadi. Ils ont parlé de Goé et effectivement, c'est ça au Sénégal. La première intention, en premier lieu, les jeunes femmes et les femmes utilisent le Goé, appelé également Sipirus, et le Khamare ou le Tchep, qui correspond aux racines de vétiver. Après, nous allons vous partager un lien pour vous montrer des côtés de Goé. Comme ça, vous saurez les bienfaits. Vous pouvez vous renseigner sur les bienfaits du Goé afin que vous puissiez mieux comprendre ce que nous utilisons au Sénégal. Alors, le Goé est généralement consommé sous forme d'infusion ou d'une décoction. Il est souvent utilisé dans une logique de confort digestif et de bien-être en général pendant les règles. Le Khamare, quant à lui, est très présent dans les pratiques féminines. Il peut être consommé en infusion également, laissé macérer dans de l'eau de boisson ou encore utilisé en bain de siège ou en bain de vapeur. Comme l'a dit Madame Khadi, il est associé au confort intime, à la sensation de fraîcheur corporelle ou au bien-être pendant ou après les menstruations. Dans certaines situations, ces deux plantes sont associées dans une même préparation, consommées tièdes, souvent dans un moment de repos, de calme, parfois accompagné de chaleur. Ce moment est vécu comme un rituel de soulagement en fait et d'accompagnement du corps. Voilà. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est que ces pratiques sont perçues comme ne sont pas perçues comme opposées à la médecine moderne. C'est ce qui est très important car nous avons en commun le but. Voilà. L'endométriose est une pathologie encore peu connue du grand public. Il est souvent confondu avec des douleurs menstruelles normales, ce qui entraîne un retard important dans le diagnostic. Et beaucoup de femmes vivent avec des douleurs intenses pendant des années sans comprendre qu'il peut s'agir d'une maladie. C'est ça le problème de l'endométriose ici au Sénégal. Et ce retard diagnostic a des conséquences importantes sur la qualité de vie et à la fertilité, d'où la nécessité de renforcer le dépistage et surtout la sensibilisation aussi bien auprès des patients et des professionnels de santé. Cela nous amène directement au défi actuel de la prise en charge. Aujourd'hui, plusieurs défis se posent. Le premier est de lever les tabous autour des règles, de la douleur menstruelle. Il est essentiel d'encourager les femmes à consulter plus tôt, sans attendre que la douleur devienne invalidante. Il y a aussi un besoin de formation continue des professionnels de santé pour mieux reconnaître certaines pathologies. Et enfin, la collaboration entre acteurs médicaux, communautaires et éducatifs est indispensable pour améliorer la prise en charge globale. Pour conclure, il est important de retenir quelques points très essentiels. La douleur menstruelle ne doit pas être systématiquement banalisée. Chaque femme a une expérience différente et il est essentiel d'écouter ce vécu sans le minimiser. La prise en charge doit être globale en intégrant
les dimensions médicales, sociales et culturelles. Et surtout, il est très important de rappeler qu'une douleur qui impacte la vie quotidienne mérite toujours une attente très particulière. Merci. Et j'espère que la présentation a été claire. Et si vous avez des questions aussi. Merci beaucoup Binta pour cette brillante présentation. Merci à vous. Donc là, il n'y a pas de questions effectivement dans le chat. Ce que je propose, c'est qu'on continue avec Céline Chenavier et peut-être que les questions arriveront par la suite. D'accord. Ah, Madame Fay, vous aviez une question ou vous avez laissé peut-être votre main levée depuis tout à l'heure, je pense. Oui, je pense qu'elle avait laissé sa main levée. Excusez-moi, je n'ai pas enlevé ma main. Ça me semblait bien, d'accord. Il n'y a aucun problème. Ben, on va continuer avec Madame Chenavier. Bonjour à toutes et tous. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. C'est parfait. Donc, moi, je vais un peu répéter, c'est que il existe encore beaucoup de croyances autour des règles et du cycle féminin. Et c'est vrai que les femmes entendent beaucoup tu as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Et en France, on a estimé qu'il faut en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic sur ces dysménorrhées et notamment de l'endométriose. Donc, par rapport à ce délai diagnostic, la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynéco-obstétriciens français ont émis des recommandations que je vais vous présenter. Alors, brièvement, parce qu'on les a déjà données, donc les dysménorrhées, c'est des douleurs pelviennes à type de spasme ou de crampes précédant ou accompagnant les règles. Donc, les primaires, elles sont présentes dès les premières règles et les secondaires sont apparues après une phase normale ou alors progressivement. Ces dysménorrhées, finalement, elles englobent beaucoup il y a une multitude d'étiologies. Comme l'hypercontractilité utérine, des pathologies comme le SOPK, des malformations utérines, des adhérences suite à des infections génitales hautes, de l'endométriose, voilà. Alors, la HAS a essayé de faire des statistiques pour savoir combien de femmes en France avaient des dysménorrhées, mais ça a été assez compliqué à faire parce que justement, ces dysménorrhées, elles sont considérées comme normales et les patientes ne viennent pas consulter. Néanmoins, on note qu'il y a une forte prévalence entre 60 à 93% des adolescentes et un tiers à la moitié des patientes ont des symptômes modérés à sévères. Et dans 17% des cas, les dysménorrhées engendrent un absentéisme scolaire ou une absence au travail. Pour ça, la HAS recommande en fait d'avoir une gradation des soins avec en première ligne des professionnels de proximité, donc les professionnels libéraux comme les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues médicaux, pour commencer à prendre en charge, à proposer un suivi, à prescrire des examens pour essayer de diagnostiquer, de comprendre pourquoi ces femmes ont mal. Une deuxième ligne où il y a des professionnels aussi libéraux ou en établissement de santé, mais qui vont avoir un lien avec un ou plusieurs centres multidisciplinaires. Et on adresse les patientes à cette deuxième ligne si jamais la patiente ne répond pas au traitement de première ligne. Et enfin, on a une troisième ligne où ce sont vraiment des centres experts composés de chirurgiens du coup de différentes spécialités, donc des gynécologues, des chirurgiens digestifs, des urologues, qui peuvent être tous mobilisés sur l'opération d'une femme souffrant d'une endométriose profonde et complexe, mais aussi des radiologues experts dans la lecture notamment des IRM, un service particulier de prise en charge de la douleur et un service de procréation médicalement assistée pour la prise en charge de l'infertilité. Alors, moi, je vais surtout vous parler de la consultation de première ligne, puisqu'en tant que sage-femme, c'est principalement mon rôle. Ce qui nous est recommandé au moment de la consultation, donc bien sûr, c'est d'établir un climat d'écoute et de confiance, parce que souvent les patientes arrivent en nous disant j'ai hésité avant de prendre rendez-vous parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes et on m'a pas vraiment écouté.
on nous recommande de rechercher certains facteurs de risque en plus de l'interrogatoire habituel, notamment savoir si elle a eu des enfants ou pas, calculer son IMC, savoir si les ménages ont été précoces, notamment avant l'âge de 12 ans, si les cycles sont supérieurs à 35 jours, d'évaluer l'abondance des règles, voir s'il y a eu des antécédents d'infection génitale haute, l'histoire familiale de dysménorrhée, si plusieurs femmes de la famille en souffrent, s'il y a eu de l'endométriose diagnostiquée dans la famille, et très important, les antécédents de violence, qu'elles soient physiques, verbales, sexuelles. Il faut savoir que la HAS remonte que 50% des femmes ayant des dysménorrhées ont subi des violences et un tiers d'entre elles ont un syndrome post-traumatique. Donc, lorsque on reçoit une patiente qui a des dysménorrhées, on conseille d'évaluer la douleur, donc avec la date d'apparition, le moment où elle apparaît dans le cycle, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce que c'est plutôt en coup de poignard, des crampes, voilà, de la décrire, d'évaluer grâce notamment à une échelle numérique. Voilà, discuter avec la patiente, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, qu'est-ce qu'on lui a déjà parlé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Cette douleur, quel retentissement elle a sur la vie quotidienne. Donc on a déjà parlé de l'absentéisme, mais aussi est-ce que voilà, j'ai un dîner avec des amis et j'ai des douleurs de règles, je n'y vais pas. Et savoir s'il y a des signes associés comme des troubles urinaires, des troubles digestifs. Et il a été mis en place des questionnaires type Andol 4. Donc là, je vous en ai mis un extrait où c'est des questions sur justement le retentissement de ces douleurs de règles sur la vie au quotidien. Faut aussi interroger les patientes, savoir si elles ont des douleurs pendant les rapports. Voilà. L'examen clinique, alors souvent c'est un moment de stress pour les patientes. Donc, il nous est recommandé en France de ne pas réaliser d'examen si la patiente n'a jamais eu de rapport et surtout de demander le consentement à la patiente, d'autant plus que souvent, comme précédemment, l'HAS le fait remarquer que c'est des patientes qui ont quand même subi déjà des violences. Il n'est pas forcément obligatoire, surtout si à l'interrogatoire les symptômes sont typiques. À envisager si on a un doute sur une malformation ou si la patiente finalement ne répond pas au traitement qu'on lui a proposé. Donc au spéculum, on va essayer surtout de rechercher le nodule bleu caractéristique de l'endométriose. Alors je ne sais pas si vous le voyez là correctement, il est ici au niveau de la photo. Et au niveau du toucher vaginal, on va chercher une altération de la mobilité utérine ou un syndrome myofacial. Donc, lorsqu'on va voir si on provoque des douleurs lorsqu'on palpe les fascias des organes. Au niveau des examens complémentaires, il nous est recommandé de prescrire une échographie endovaginale, pas forcément avec un référent. C'est surtout pour éliminer des malformations, des kystes, des fibromes. Voilà. Et puis en deuxième intention, si vraiment la patiente ne répond pas au traitement ou si voilà, elle nous dit bah oui, il y a une histoire familiale d'endométriose, dans ces cas-là, on va l'orienter vers un praticien, un écho-référent. Alors, il n'y a pas de formation particulière en France pour le dépistage de l'endométriose. C'est vraiment à l'habitude du praticien. Et dit praticien référent pour l'endométriose, un échographiste qui a vraiment l'habitude de repérer les lésions d'endométriose. Et en fonction de ce qui est retrouvé à l'échographie, réaliser une IRM, pareil, lue par un radiologue expert de l'endométriose. Et en troisième intention, ça va être des examens pour un bilan d'extension, une cartographie, par exemple, de l'endométriose avant une chirurgie. Alors, au niveau de la prise en charge, on nous conseille un temps important d'information à la patiente. Les patientes sont souvent très angoissées quand elles arrivent. Elles ont lu, entendu beaucoup de choses. Donc, on nous recommande de partir de ce qu'elle sait, revoir souvent avec elle l'anatomie et de comment fonctionne son corps, parce que souvent, c'est
très méconnues. Les femmes ne connaissent pas leur corps et elles ont besoin il y a vraiment besoin de calmer cette angoisse et de mettre finalement un mot sur leur douleur. On les informe aussi de l'existence de différentes associations, de réseaux professionnels et il a été mis donc en France par région des réseaux en fait de professionnels où où les patients peuvent trouver un annuaire avec des médecins, sages-femmes qui se sont formés à l'endométriose et qui peuvent les prendre en charge. Et bien sûr l'informer que l'élément central de cette prise en charge, finalement, peu importe l'étiologie de la dysménorrhée, c'est la prise en charge de la douleur. En fait, que le but, c'est d'éviter la sensibilisation au niveau du système nerveux et d'améliorer sa qualité de vie. Et surtout que nous, professionnels de santé, on est là pour lui proposer des solutions et c'est à elle de décider parce que ce qui conviendra à une patiente A ne conviendra pas forcément à une patiente B. Alors, on peut lui proposer des traitements médicamenteux non hormonaux. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les antalgiques de palier 1, comme les AINS, le paracétamol, le néfopam. Lorsque, effectivement, rappeler la bonne observance du traitement antalgique, beaucoup de patients me disent oui, je prends le médicament quand ça fait déjà très mal. Donc, leur rappeler qu'effectivement, prendre le médicament avant que la douleur soit à son maximum, l'antalgique sera beaucoup plus efficace. Si jamais la patiente ne répond pas à ces antalgiques, on l'oriente vers la deuxième ligne. Et là, en fait, les médecins spécialistes de la douleur peuvent leur prescrire des antidépresseurs, notamment les tricycliques, qui ont une action qui permettent d'éviter la stimulation des récepteurs au niveau des synapses pour la douleur, ou les antiépileptiques, puisqu'en fait, comme la gabapentine, en fait, ils viennent de prouver leur efficacité dans la lutte contre les douleurs neuropathiques. En fait, dans les phénomènes, je pense que je vous apprends rien quand dans les phénomènes de sensibilisation de la douleur, il y a au niveau du système nerveux central des modifications qui sont faites et en fait les antiépileptiques vont permettre de limiter ces modifications. On peut leur proposer aussi un traitement médicamenteux hormonal. Donc, en première attention, la contraception œstroprogestative, le stérilet hormonal, les microprogestatifs, les implants à l'étonogestrel. La pilule, elle peut se prendre en continu ou en discontinu. Et en deuxième attention, le diédogeste, mais bien dire à la patiente qu'il n'y a pas l'effet contraceptif, et les agonistes de la GnRH associés avec un œstrogène, pour améliorer la qualité de vie des patientes. Mais voilà, lorsqu'on passe en deuxième intention, voilà, on a, nous, en tout cas, professionnels de première ligne, réorientés vers la deuxième ligne déjà. Et puis, les études montrent aussi que les traitements non médicamenteux, en complément des traitements médicamenteux, fonctionnent. Donc, il y a l'acupuncture, l'électrostimulation, l'activité physique, l'ostéopathie, l'hypnose, les techniques de respiration type la sophrologie, la relaxation, le yoga, la diététique et un suivi psychologique puisque, surtout si la patiente a décrit des violences. Mais voilà, il faut surtout vraiment dire à la patiente de choisir ce qui lui parle parce que si on dit à une patiente, vous allez voir l'hypnose, c'est extra, mais que ça lui parle pas du tout, ça ne fonctionnera pas avec cette patiente. Donc en conclusion, il y a quand même beaucoup d'étiologies aux dysménorrhées. Malheureusement, elles sont encore beaucoup sous-estimées. Le cœur de la prise en charge reste quand même la prise en charge de la douleur, peu importe l'étiologie. On nous recommande que la patiente vraiment soit l'actrice principale de sa prise en charge et de faire passer des messages de prévention et d'information qu'effectivement avoir très mal pendant ses règles, de pas pouvoir aller au travail, de pas pouvoir aller à l'école, et de devoir rester couché avec une bouillotte sur le ventre, ce n'est pas normal. Voilà pour les recommandations en tout cas en France. Merci de votre écoute et voilà.
Merci Céline. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions pour les intervenants? Non, en tout cas, c'était clair. Bon. Ben, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai envie de remercier tout le monde. Merci donc à tous les intervenants pour les brillantes présentations. Merci particulièrement à Madame Koura pour le partage de son intimité. Et puis merci à tous, parce que c'était encore un webinaire qui était très riche en échanges. Le prochain webinaire sera le 21 mai et portera sur les séances d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle en établissement scolaire. Je ne sais pas si Parfait, Marianne, vous voulez ajouter quelque chose, si vous voulez prendre la parole pour clore ce webinaire. Peut-être pas. Donc, de toute façon, le webinaire a été enregistré et donc l'enregistrement, vous pourrez le retrouver sur le groupe WhatsApp. Et si jamais, voilà, il y a des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci et je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Stéphanie. Ah, Raïsa, bon, j'avais pas vu que tu Oui, merci à tous. Merci beaucoup.